vous remercie. Alors, donc Coralie Pinault, je suis, responsable de la communication et des activités de l'Anccli. Aujourd'hui, on m'a donné un challenge, résumer en 20 minutes, avec mes propres mots, mon niveau de compétence et de connaissance sur sur les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, ce qu'on m'a expliqué pendant plusieurs heures et ce par des experts. D'ailleurs, je remercie chacun des experts et des personnes qui m'ont aidée, à préparer, cette présentation et qui m'ont appris beaucoup de choses, durant plusieurs heures. Donc moi, j'ai 20 minutes, j'espère que je vais les tenir, sinon je suis sûre qu'Audrey et Yves me feront un petit rappel, du timing. Avant de rentrer dans le détail des accidents de Tchernobyl et de Fukushima, je voulais revenir sur ce qu'est un accident nucléaire majeur. C'est un accident qui a un impact sur plusieurs domaines et notamment donc la santé de la population. Ça va être notre sujet aujourd'hui, le sujet de ce séminaire. C'est également un accident qui a un impact sur la qualité de l'environnement, sur la continuité de la vie sociale et économique et évidemment sur les relations internationales, puisqu'on le sait que les accidents nucléaires, les rejets dépassent les frontières. 2 accidents ont été classés accidents nucléaires majeurs, donc c'est au niveau 7 de l'échelle INES. Je crois que dans le lexique, vous aviez un rappel de ce qu'était l'échelle INES. Donc c'est les accidents de Tchernobyl en 1986 et celui de Fukushima en 2011. Alors, lors d'un accident nucléaire majeur, on a 2 principaux types de rejets, les rejets à l'atmosphère et les rejets liquides. Alors, on va s'attarder plus longuement sur les rejets à l'atmosphère. On fera un petit point en fin de présentation sur les rejets liquides et l'impact sur le milieu aquatique. Sur les rejets atmosphériques, on est plutôt sur des radioéléments volatiles, puisqu'il va falloir qu'ils se déplacent dans les masses d'air. Donc, il faut que ce soit des radioéléments plutôt légers qui peuvent être transportés. On a des délais d'atteinte de la population plutôt rapides, ce qui va demander de la mise en place de mesures de protection rapide des populations. Concernant les rejets liquides, on va avoir un transport dans les différentes masses d'eau et des délais d'atteinte de la population un peu plus longs. Et ces atteintes des cours d'eau, des masses d'eau vont demander la mise en place de restrictions d'usage. Alors, ne vous attardez pas, ne vous inquiétez pas pour tous les chiffres, je ne vais pas vous les lire en détail. C'est pour vous donner un petit aperçu des différents rejets, des différentes quantités de rejets qui ont eu lieu lors des accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Sur les rejets, une première différence sur les rejets de Tchernobyl et de Fukushima, c'est le type de rejet. On était sur des rejets continus pendant une dizaine de jours à Tchernobyl, sur les rejets atmosphériques, et des rejets discontinus à Fukushima. On a eu plusieurs bouffées, on le verra sur la diapo suivante. Alors, dans les différences principales, on a pour certains, pour les iodes et pour les césiums, on a un facteur 10, on a à peu près 10 fois plus de rejets en iode et en césium sur l'accident de Tchernobyl. C'est valable pour d'autres radioéléments hein, du type tellure. On est à peu près équivalent sur les gaz rares. Ce qu'il faut noter, si vous voulez un ordre d'idée, sur les rejets lors des accidents, on est à peu près, si je ne me trompe pas, 10 milliards de fois plus qu'une autorisation annuelle de rejet d'une centrale nucléaire française. Donc, c'est vraiment des quantités extrêmement importantes. Une fois qu'il y a eu les rejets, ces éléments radioactifs, ils vont retomber. Donc, on a eu plusieurs... Alors, pour moi, c'est un petit peu petit, donc je vais tricher, je vais remettre ma présentation sur un autre écran. Et on a eu plusieurs types de dépôts. Et les dépôts des rejets radioactifs, le premier facteur déterminant, ça va être les conditions météo. Alors, sur l'accident de Tchernobyl, on a eu des retombées sur toute l'Europe, hein, de l'ensemble des radionucléides les plus volatiles. Sur Fukushima, on a eu des retombées principalement dans le Pacifique, de par les conditions météo, excepté sur notamment deux panaches qui sont les panaches de la nuit du 15 au 16 mars et sur les 21 et les 22 mars, où là, on a eu des vents d'est, des vents de sud-est qui ont apporté notamment ce qu'on voit, la plume qui va du sud-est au nord-ouest, la plume rouge-jaune, sur la préfecture de Fukushima. Un point important pour les retombées
pour les dépôts des éléments radioactifs, ça va être les phénomènes pluvieux. Lorsque les particules sont en suspension dans l'air, s'il pleut, ça va retomber au sol et c'est ce qui a notamment apporté les taches un petit peu que vous voyez sur les différentes cartes. On les voit un petit peu mieux normalement ici. Donc que ça soit sur l'accident de Tchernobyl ou l'accident de Fukushima, on a eu des territoires, des zones terrestres impactées avec des degrés de contamination et de dépôt relativement élevés autour des installations donc, de Tchernobyl et sur les territoires ukrainiens, biélorusses et j'en oublie un troisième. J'ai plus le nom. Ça me reviendra tout à l'heure sans doute. Au Japon, donc c'est principalement la préfecture de Fukushima qui a été impactée. Alors, les dépôts, ils vont ensuite être transférés dans l'environnement. C'est pour ça qu'on va avoir un impact aussi bien sur le monde végétal que le monde animal, sur le milieu terrestre et sur le milieu aquatique. Le milieu aquatique, il peut être directement impacté par des rejets liquides, mais il va être également impacté par les dépôts atmosphériques qui vont se retrouver sur le milieu aquatique. On va avoir aussi le lessivage des sols qui va amener les éléments radioactifs dans les différentes masses d'eau. Sur le transfert des éléments ou l'impact de la radioactivité sur l'homme, on a deux types d'exposition. On va avoir l'exposition externe, ce qu'on appelle l'irradiation externe, qui va être faite par des dépôts et par le panache. Donc là, c'est les éléments radioactifs qui vont irradier et qui vont impacter donc l'homme. On a également la contamination interne qui va se faire soit par l'inhalation des éléments radioactifs, soit par l'ingestion de denrées qui sont contaminées, et également ce qu'on appelle l'ingestion involontaire. Alors l'ingestion involontaire, c'est, moi je le compare à ce qu'on vit en ce moment avec le Covid. On peut avoir des particules ou on peut avoir un virus sur les mains et par mégarde, donc mettre la main à la bouche et ingérer donc dans cette situation des particules radioactives. Alors, une fois qu'on a tous ces éléments de dépôt, de transfert dans l'environnement, de transfert ensuite vers l'homme, on va devoir mettre en place des protections de mesure de la population. Les premières mesures qu'on peut mettre en place ou qui ont été mises en place, c'est des mesures d'évacuation et de mise à l'abri. Donc, c'est principalement pour protéger la population de l'irradiation externe et de l'inhalation de particules radioactives. Que ce soit sur Tchernobyl ou Fukushima, on a eu plusieurs temps d'évacuation. On a eu des évacuations dans les premières heures, dans les premiers jours. On a eu des évacuations le 11 mars pour Fukushima dans des rayons de 2 puis 3 km. Et ensuite, plus le temps passait, plus on a évacué des zones plus larges, jusqu'à donc 30 km pour Fukushima, pour Tchernobyl. Et après, dans les mois qui ont suivi, des évacuations qui dépendaient des mesures qui étaient faites. Les mesures ont permis de montrer qu'il y avait certains territoires qui étaient plus contaminés, donc qui nécessitaient une évacuation. Le deuxième point important pour protéger les populations, c'est de regarder ce qui va être consommé. Alors, une particularité pour les deux accidents, mais qui était plus marquante pour l'accident de Fukushima, c'est la date à laquelle les accidents ont eu lieu. On était donc le 11 mars on était à la mi-mars pour Fukushima, on était fin avril pour Tchernobyl. C'est une période où les denrées alimentaires qui sont produites dans le secteur agricole ne sont pas encore, par exemple pour les fruits, pour les légumes dont on va consommer le fruit, pour les céréales, pour les légumes dont on va consommer les racines,
elles sont au tout début de leur croissance, donc ça a permis d'avoir une contamination plutôt faible de ces productions. Par contre, en ce qui concerne les productions de légumes feuilles, qui pour certaines étaient proches de la maturité, on a eu une plus grande contamination. La particularité des légumes feuilles, c'est que si on a un dépôt radioactif sur la feuille et qu'on consomme la feuille de ce légume, on va consommer la radioactivité qui est sur la feuille. Si on consomme le fruit, la graine ou les racines de la plante, ça voudrait dire que si on a eu un dépôt sur les feuilles, il faut que la radioactivité soit transférée vers le fruit. Dans les conditions les plus favorables à un transfert, c'est-à-dire au début du développement du fruit, si je prends l'exemple du fruit, dans les meilleures conditions, on a un transfert de quelques pourcentages de la radioactivité vers le fruit. Donc même là, en cas de contamination des feuilles d'une production dont on va manger le fruit, on aura un facteur à peu près 10 de la contamination vers le fruit. Concernant les élevages, là, la contamination va directement être liée à la contamination de la nourriture. Et c'est ce qui a notamment fortement joué pour l'accident de Fukushima, où on avait des niveaux plutôt faibles. Pourquoi on avait des niveaux faibles dans les produits animaux, donc que ce soit le lait ou la viande? C'est qu'il y a une façon de faire au Japon qui est que le bétail est nourri avec du fourrage qui est importé. Donc la viande et le lait ont été plutôt faiblement contaminés, contrairement à Tchernobyl où le bétail était en pâturage. Donc si on prend par exemple du lait, Eliode 131, les vaches qui étaient en pâturage, on peut détecter de l'iode 131 quelques heures après seulement quand la vache a brouté l'herbe qui était contaminée. Donc on a eu des niveaux fortement élevés de radioactivité détectés dans le lait lors de l'accident de Tchernobyl. Un petit point relativement rapide sur une autre façon de s'alimenter, c'est la chasse et la cueillette. On a encore aujourd'hui des niveaux de radioactivité relativement élevés dans les gibiers. Donc là, j'ai pris l'exemple du Japon, où on a des niveaux d'activité, notamment en césium 137. Je rappelle que l'iode, notamment l'iode 131, a une demi-vie de 8 jours, ce qui fait qu'on l'a dans l'environnement pendant 80 jours. Le césium 137 a une demi-vie de 30 ans, donc il va être présent dans l'environnement environ 300 ans. Donc on a encore des gibiers qui seront relativement contaminés donc autour de Fukushima, et j'ai pris l'exemple des champignons pour Tchernobyl, où on a encore des quantités des activités élevées qui peuvent dépasser les 1000 becquerels par kilo, voire atteindre les 10 000 becquerels par kilo de champignons frais. Concernant le milieu aquatique, alors j'ai pas fait de zoom sur Tchernobyl, mais aujourd'hui encore, on voit une contamination de la mer Noire suite à l'accident de Tchernobyl. Pour l'accident de Fukushima, je l'ai dit au début de ma présentation, on a eu sur la majeure partie des rejets une contamination et des dépôts vers l'océan. En parallèle, on a eu, il a été détecté tardivement, enfin moi je trouve que c'est tardif, après c'est un commentaire personnel, mais une fuite qui provenait d'une tranchée. Donc ça a été découvert, il me semble, donc début avril et stoppé le 6 avril. Donc pendant presque un mois, on a eu une fuite qui rejetait des éléments radioactifs vers le milieu aquatique. On a aujourd'hui sur le milieu aquatique quelques
sais pas si la diapo est passée. Non. Quelques données encore, hein, là, je vous ai sorti les chiffres depuis 2015. On a des poissons qui sont légèrement marqués. La plupart sont inférieurs à la limite de commercialisation, qui est de 100 becquerels par kilo de poisson frais. Donc voilà pour quelques données sur le milieu aquatique à Fukushima. Et enfin, donc là, Enora et Oshra vous détailleront un petit peu plus les doses et l'impact sur la population, que ce soit la population générale ou les travailleurs. On a une forte différence entre la contamination, enfin l'exposition, pardon, de la population lors de l'accident de Tchernobyl et lors de l'accident de Fukushima. C'est notamment dû à l'ingestion de denrées. On peut avoir des niveaux d'activité qui dépassent largement la dizaine de millisieverts pour la population lors de l'accident de Tchernobyl. Si on prend quelques chiffres pour l'accident de Fukushima, on a 94% des résidents de la préfecture de Fukushima qui ont reçu une dose inférieure à 2 millisieverts. Ou si on veut prendre une valeur dont on parle souvent en France, la valeur d'exposition du grand public pendant une année de 1 millisievert, ça représente 60% des résidents de la préfecture de Fukushima qui ont reçu une dose inférieure à 1 millisievert. Il y a eu des différences suivant que les personnes ont été évacuées dans le premier temps, dans le deuxième temps, les personnes qui sont restées sur place ou celles qui ont été donc évacuées. Concernant les intervenants, donc là aussi Oshra et Nora en parleront, on a eu également des différences avec une plus forte exposition des intervenants lors de l'accident de Tchernobyl, aussi bien en doses prises qu'en nombre de personnes qui ont pris des doses. Sur l'accident de Fukushima, je vous ai mis un chiffre, on a 173 travailleurs qui ont reçu une dose supérieure à 100 millisieverts. Si on prend l'accident de Tchernobyl, on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont pris une dose individuelle moyenne de 120 millisieverts. Donc voilà pour ma présentation et sur voilà, je suis là pour répondre aux questions. Je crois que j'ai plusieurs experts de l'IRSN qui pourront également répondre à vos questions. Et puis pour la partie impact sur la santé, Enora et Oshra vous feront 2 présentations par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup vraiment Coralie. Je souhaite vraiment au nom de tout le monde un tonnerre d'applaudissements pour Coralie qui a eu le difficile exercice de se mettre à la place de spécialiste, d'accord, parce que Coralie est une néophyte, on est nous tous, monde des CLI et de l'Ancli des néophytes, et Coralie a eu le dur travail de prendre toutes les données qui pouvaient exister ici ou là sur ces données sanitaires de Fukushima et de Tchernobyl et d'en faire une lecture de néophyte pour la partager avec vous de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. Donc évidemment, il y a peut-être des failles, il y a peut-être des manques de précision, mais en tout cas, ça donne un panorama et ça nous permet d'introduire ce sujet important des conséquences d'un accident nucléaire sur la santé. Et je voudrais vraiment encore la remercier pour ce travail et d'avoir accepté, parce qu'on lui a demandé, on lui a proposé de faire cette introduction. Presque imposé. Voilà, qu'elle a accepté et c'était un gros travail. Donc merci encore Coralie et merci pour cette présentation qui, je trouve, est très claire et en tout cas pour des non-spécialistes comme nous, se lit et se comprend très facilement. Merci encore à toi. Merci. Audrey, je pense que tu es avec moi, n'est-ce pas? Tu es toujours là. On a maintenant donc un temps d'échange. Je suis toujours avec toi, Yves Leroux. On est parfaitement dans le timing. On a maintenant donc un temps d'échange. Donc je le rappelle, on est très nombreux. Temps d'échange, donc soit vous levez la main, soit vous écrivez dans la conversation. On va essayer de prendre toutes les questions, mais comme on est très nombreux, essayez d'être le plus bref possible quand vous posez vos questions. Et pour les personnes qui vont répondre de la même manière, essayons d'être brefs pour essayer d'avoir le maximum de temps et de sujets abordés dans ce temps d'échange et de questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Je vois une première main qui se lève, qui est Monsieur Ancar. Donc on va essayer de les prendre dans l'ordre. Monsieur Ancar, c'est à vous. Oui, bonjour. J'ai noté au passage, très bon exposé, hein, pas de problème pour ça, mais j'ai noté par exemple qu'on dit que
pour Fukushima, 94% des résidents de la préfecture de Fukushima ont reçu une dose inférieure à 2 millisieverts. Très bien. Les 6% autres, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Excusez-moi. Et combien a-t-il d'habitants dans la préfecture de Fukushima? D'accord, c'est noté. On va peut-être prendre 2-3 questions et puis ensuite on fait un lot de réponses. Il y avait ensuite Monsieur Yves François. Oui, bonjour. Donc, moi, je me présente très rapidement, donc agriculteur, et je représente la Chambre d'agriculture de l'Isère, donc à la CLI de Superphénix. Simplement, c'était plutôt une réflexion à la suite de la très bonne présentation qu'il y a eu pour un peu évoquer la spécificité de l'agriculture. On a vu que déjà la gravité des problèmes posés à l'agriculture sont extrêmement variables en fonction de l'époque de l'accident. Je m'en doutais, mais là ça a été très très bien évoqué. Ça veut dire que c'est très compliqué à gérer pour le secteur agricole ce type d'accident. Et si je reprends un exemple plus précis avec des éleveurs de Fukushima que j'ai eu la chance de rencontrer, de pouvoir discuter avec eux, éleveurs bovins, on a vu que ces gens-là, pour la plupart, ont refusé d'abandonner leur troupeau, simplement pour prendre soin de leurs animaux, sinon ils seraient morts, à l'évacuation, ils seraient morts d'une façon assez horrible. Évidemment, en pure perte économique, évidemment avec un préjudice moral très important. C'est ça, je crois, la spécificité de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on est pénalisé sur l'habitat comme d'autres, hein, mais là c'est notre habitat, c'est notre cadre de vie, et c'est aussi là où on exerce notre profession, et on est aussi donc pénalisé sur le revenu économique à court et moyen terme, et même voire long terme, parce qu'on voit que suivant les radionucléides, ça peut durer longtemps quand c'est dans le sol et que c'est repris et concentré par les végétaux et les animaux. Donc voilà, je voulais vraiment signaler cette spécificité de l'agriculture pour que ce soit pris en compte de façon encore plus importante. Il faudrait qu'il y ait un travail qui avait déjà été fait d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas si vous en aviez eu connaissance par la FNSEA à l'époque, qui avait établi un document qui était assez bien fait sur les problèmes liés quand il y a un accident, comment se comporter et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il y aurait vraiment un travail à refaire par rapport à ça, parce que ça c'est un travail qui a été fait il y a une vingtaine d'années, et je crois que là il faudrait vraiment qu'il y ait une prise en compte au niveau national de ces problèmes-là, avec une profession qui serait impactée de façon très particulière. Merci. Merci beaucoup de votre témoignage, effectivement, à l'agriculture, et on le disait les uns et les autres, hein, il n'y a pas que les aspects radiologiques à prendre en compte dans des situations post-accidentelles, et vous en témoignez. Est-ce que peut-être sur la question de Monsieur Ancar, sur les 6% qui ne sont pas, qui ont donc eu plus, et sur la population de Fukushima, est-ce que quelqu'un, l'IRSN ou d'autres experts auraient des éléments d'information à apporter ? Non, on n'a personne qui a des... Je pense à Dominique Laurier ou à Jean-Christophe Gariel qui sont peut-être avec nous, ou à Jean-Michel Bonnet. Est-ce que vous avez des éléments pour nous aider? Oui, bonjour. Oui, je pense que Enora Clairaut va revenir dessus dans sa... C'est Dominique Laurier qui parle. Dominique Laurier de l'IRSN, hein, oui, je suis épidémiologiste. Et donc, je pense que Enora Clairaut va revenir dessus dans sa présentation tout à l'heure. Mais en effet, il y a eu une campagne de mesures qui a été mise en place dans un grand plan de surveillance qui a été mis en place par l'Université médicale de Fukushima, dans lequel il y a eu des estimations des doses et des mesures qui ont été réalisées. Et en effet, je crois que la dose maximale, mais Nora reviendra dessus, et doit être de l'ordre de 25 millisieverts en dehors des personnels travaillant impliqués sur la centrale. Voilà. Et donc voilà, donc même les doses les plus importantes en termes d'exposition externe restaient relativement limitées. Voilà. Et sur il y avait une question sur la population. Quelqu'un a le chiffre de la population de la province de Fukushima? Environ 2 millions. 2 millions d'habitants, d'accord. Ok, merci. Alors, je lis dans la conversation une question de Jean-Claude Autrey, qui est une réaction sur la présentation de Coralie. Je la lis, hein, l'approche des contaminations des produits n'est pas, loin s'en faut, aussi réductible que ce qui est présenté. Il faut une analyse bien plus fine, que ce soit au niveau du végétal, de l'animal, des champignons et d'autres fruits et baies, tout comme sur les radioéléments considérés qui ont des effets très différents. L'approche globale présentée, que je comprends pour un séminaire comme le nôtre aujourd'hui, ne peut en aucun cas orienter les recherches et venir dans ce domaine de transfert et impact largement inconnu. Oui, on est d'accord, on n'est pas dans une réunion du comité d'orientation des recherches de
l'IRSN, où d'ailleurs l'ANCLI siège, hein, ainsi que FNE et d'autres gens que j'ai vus dans la liste. Mais effectivement, là, on est bien sur un... On ne va pas aller dans la précision. Par contre, c'est des sujets sur lesquels on reviendra au séminaire de l'automne avec des programmes de recherche précis sur les sujets. Voilà, pour compléter, Audrey, en 20 minutes, il était compliqué de rentrer dans le détail des chiffres de chacun des différents produits cités, que ce soit du végétal ou de l'animal. Voilà, j'avais beaucoup de courbes avec moi, mais comme tu le dis, Jean-Claude, pour l'ouverture d'un séminaire, il fallait faire plutôt simple. Il y avait, Audrey, je crois, une question sur la qualité des eaux rejetées en mer pour Fukushima, où tout n'est pas résolu. C'est une question de Patrick Royanet dans la conversation. Là aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut apporter des éléments de réponse sur la qualité des eaux? Est-ce qu'on a quelqu'un côté IRSN ou autre Sur la qualité des eaux en Biélorussie, si vous m'entendez, il avait été repéré que tout ce qui concernait les bras morts, comme on n'est pas au bord de la mer, contrairement à Fukushima, posait de gros soucis, quoi. D'accord. Bonjour, c'est David Boyer de l'Accro. Comme il n'y a personne de l'IRSN pour répondre, je vais répondre. Merci, David. Pour Tchernobyl, la rivière Pripyat traverse la zone d'exclusion et se jette dans le Dniepr et charrie régulièrement des radioéléments. Et il y a 8 millions d'habitants ukrainiens qui boivent l'eau du Dniepr. Donc il y a encore une partie de la population ukrainienne qui est exposée quotidiennement à la radioactivité de Tchernobyl via le milieu aquatique. Et après, le Dniepr est utilisé pour l'irrigation de toute la plaine jusqu'au bord de la mer Noire. Donc ce sont des niveaux faibles, mais qui sont continus depuis 35 ans. Pour ce qui est de Fukushima, il y a plus de 1,2 million de mètres cubes d'eau accumulés actuellement dans des cuves qui aurait été prétendument, enfin qui a été traité, mais le problème c'est que TEPCO a mal traité cette eau. Et il y a 72% du stock qui dépasse les autorisations de rejet. Et donc, il doit être repris. Et ce point-là est complètement ignoré sur le site de l'IRSN dans le bilan des 10 ans, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est le point majeur par rapport à l'opposition des populations au rejet en mer. Et actuellement, donc là, le gouvernement devrait décider dans les jours qui viennent le rejet en mer de cette eau. Ça dépasse les autorisations de rejet en concentration, et donc il va falloir reprendre 72% du stock. Combien de temps il faut faire pour reprendre? Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de chiffre de TEPCO là-dessus. Et après, il y a le tritium qu'on ne peut pas enlever. Il y en a dans les cuves 860 terabecquerels avec une autorisation de rejet de 22 terabecquerels par an. Et donc, il faut une trentaine d'années pour rejeter ça en respectant les autorisations de rejet annuelles. Et il y a aussi, il dépasse en concentration pour le tritium, et donc TEPCO veut diluer avant rejet en mer. Après, c'est 2 semaines et demie d'autorisation de rejet de la Hague pour le tritium. Après, ça dépend de comment on regarde. D'accord. Merci David pour cet éclairage effectivement qui est important sur les eaux stockées et qui effectivement le gouvernement doit prendre une décision prochainement. Je vois dans la conversation aussi une question de Monsieur Jean-Jacques Loéac sur Coralie. C'est sur un de tes slides où tu expliquais que l'alimentation, je crois que c'est pour Fukushima, les animaux n'avaient pas été contaminés parce que c'était de l'alimentation importée. Est-ce que tu peux apporter un petit éclairage? Oui, alors si je ne me trompe pas, c'est du fourrage qui est importé de Chine. D'accord, très bien. Ensuite, on avait, alors j'ai une main levée. Est-ce que j'ai une main levée? J'ai une main levée de Monsieur Jacques Terraché. Monsieur Terraché. Oui, bonjour. J'ai des petits problèmes avec les messages parce que je viens d'écrire un petit message, mais il sort sous la rubrique d'Audrey Lebeau. Je ne sais pas trop où j'ai mes participations, disons. Voilà. Donc, je vous confirme la question que j'ai écrite. J'ai vu dans un documentaire récemment que sur le porte-avions Reagan, qui était stationné à environ une centaine de kilomètres de Fukushima, il y aurait eu 25 décès de marins dans les mois qui ont suivi l'accident. Je voudrais savoir combien de millisieverts qu'ils avaient reçus, étant donné qu'eux, ils étaient en mer, bien entendu, ils n'étaient pas sur la Terre,
et que le nuage, l'essentiel du nuage de Fukushima est parti sur l'océan. Heureusement pour les Japonais, ils n'en ont pris qu'une petite partie. Voilà. Avez-vous des informations plus précises sur cet accident, disons, maritime? Alors, on prend note, Monsieur Terraché, donc sur ces marins au large de Fukushima. J'en profite pour apporter une deuxième question que je vois dans la conversation de Monsieur Grégory Lefrançois, donc de la CLI de Gravelines, sur les doses reçues par la population pour Tchernobyl et Fukushima. Est-ce qu'on est capable finalement de faire la part qui est liée à une contamination atmosphérique et celle qui est liée à de l'ingestion? Voilà. Donc, et puis, il y avait une autre main levée. Je vous propose de prendre la troisième question de Monsieur Yves François. C'est une main qui s'est relevée, Monsieur François? Oui. Oui, c'est très rapide. C'est juste pour préciser que quand vous avez dit que les animaux n'étaient pas contaminés à Fukushima, je pense que c'est un peu une erreur de langage. Ils ont bien été contaminés, mais effectivement beaucoup moins, pas de la même façon qu'à Tchernobyl, puisque effectivement le fourrage était en partie importé d'ailleurs. Mais malheureusement, les animaux sont bien contaminés puisqu'ils ne peuvent plus vendre le lait ni la viande. Voilà, je voulais simplement qu'on soit bien clair sur ce thème. Voilà, c'était une précision. Merci. Merci. Alors, deux questions là importantes. Un, les marins au large de Fukushima, et la deuxième sur la population, la part rejet atmosphérique et ingestion. Est-ce que là aussi, on a dans les experts présents ce matin des gens qui peuvent apporter des éclairages, à moins qu'on les aura indirectement peut-être ensuite sur la deuxième session. Mais déjà, si on peut apporter des éléments de réponse, je ne sais pas si au travers de l'IRSN, ou David Boilet, qui est très impliqué sur ce sujet-là aussi, on a des gens qui peuvent apporter des éléments de réponse? Non. Moi, j'ai plutôt une indication d'ordre général où sur l'accident de Tchernobyl, on a eu une forte contribution de l'ingestion par le lait, enfin du lait. Mais je vois qu'il y a Monsieur Laurier qui est là et qui va sans doute apporter une précision. Oui, non, j'ai vu en effet cette affaire des marins qui portent plainte du porte-avions américain. J'ai pas de billes là-dessus, voilà. Donc, mais on peut regarder en effet et puis essayer de revenir sur cette question à la prochaine session. En tout cas, on la note et on pourra toujours la transmettre à tout le monde si on trouve des éléments de réponse. Et Dominique, pendant que tu es là, sur la question, la part atmosphérique et la part ingestion, est-ce qu'on a un éclairage là-dessus? Est-ce qu'on est capable finalement de faire de savoir? Très franchement, je suis pas spécialiste du tout en termes de dosimétrie, etc. De mémoire, je sais que sur Tchernobyl, la part ingestion pour tout ce qui est contamination iode a été très importante et beaucoup plus faible côté Fukushima. Mais il y a des personnes à l'IRSN qui seraient bien mieux placées que moi pour répondre à ça. Dominique, est-ce que tu envoies dans la conversation? J'ai vu que Jean-Christophe Gabriel était connecté, ou Jean-Michel Bonnet, ou Damien Didier peut-être. Éric Cogez, je pense que vous pourriez peut-être éventuellement amener des compléments. Je peux en amener un aussi éventuellement. Oui, Jean-Claude, vas-y Jean-Claude Autré, en attendant que les experts de l'IRSN interviennent également. Vas-y Jean-Claude. Alors, du fait des conditions météorologiques, je pense que cette balance évolue en fonction des poussières qui peuvent être relevées par gros vent, par phénomène de ruissellement. Il y avait des phénomènes qui jouaient en Biélorussie aussi qui étaient liés à l'assèchement et à la réhumidification des zones humides, comme c'était construit dans les marais. Donc, on est là aussi sur un problème très, très complexe de transfert. Et je pense qu'il doit y avoir des évolutions des contaminations en fonction des conditions qui sont repérées très, très ponctuellement. D'accord, merci Jean-Claude. Alors, en attendant que les experts prennent la parole, je vois qu'une main se lève. On garde la question pour essayer d'apporter une réponse peut-être un peu plus tard. J'ai Madame Laetitia Faugière qui avait levé la main pour une question. Laetitia, c'est à toi. Alors, c'était pas pour une question, mais l'histoire des marins sur le porte-avions m'a interpellée, donc je suis allée faire une petite recherche Internet, ça vaut ce que ça vaut. Pour ce que j'ai trouvé, en fait, il n'y a pas eu de mort, il y a eu 120 marins contaminés parce qu'ils ont fait des opérations d'aide aux sinistrés. Et derrière, ils ont porté plainte pour avoir des dédommagements pour d'éventuelles maladies avec ces contaminations. Mais j'ai pas trouvé de mort en regardant. C'est très rapide ce que je dis. Hein. Je vais les faire. C'est juste pour dire ça. Voilà. A priori,
il n'y aurait pas eu de mort. Mais je pense qu'il faut effectivement avoir une réponse plus complète. En fait, ce que tu dis qui est important, c'est que leur contamination est liée au fait qu'ils ont aidé des gens qui étaient sinistrés. C'est ça. Voilà. Merci Laetitia. Merci. Le porte-avions était au large du Fukushima, sous les vents dominants. Sous les vents dominants. Merci David. Je n'ai pas été invité à ce séminaire, je suis juste lent spectateur, mais donc je ne voudrais pas répondre toujours à la place. Non, mais tous les experts sont les bienvenus. On est là dans du partage libre des connaissances. Et au contraire, on a besoin du point de vue de tout le monde. Et on est vraiment là dans un élément d'introduction. Hein. On pose sur la table les données. On n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On est juste là pour dire voilà, les conséquences d'un accident majeur, malheureusement, ça a des conséquences sur la santé. Voilà ce qu'on a pu constater à Fukushima et à Tchernobyl. Voilà, on pose vraiment sur la table les éléments en apportant les éléments de réponse que les experts peuvent avoir les uns et les autres. Donc, n'hésitez pas à intervenir. C'est vraiment l'objectif de ce séminaire ce matin. J'aurais encore un ajout éventuellement. Oui, Jean-Claude Autrey. Un ajout qui relie un petit peu le problème de la pandémie à laquelle on doit faire face en ce moment avec les problèmes de radioactivité. Je voudrais notifier les incendies qui ont eu lieu au cours de l'année dernière en zone interdite, qui ont amené le confinement à évoluer en Ukraine, où les personnes se sont vues demander en lieu et place d'un confinement ouvert contre le coronavirus, un confinement fermé qui était lié aux incendies de forêt qui avaient lieu et qui ramenait un nuage